Madame, Monsieur, c'est toujours avec le même plaisir et vous le savez que je vous informe sur Gabon 24. À la une de l'actualité ce soir, la prochaine ouverture du dialogue politique du 28 mars. Associations, partis politiques, religieux et autres acteurs de la société civile prennent à cœur la réussite de cet événement. Des questions restent justement toutefois en suspens pour aller vers une perspective. Mais quelles sont ces interrogations? Nous aurons les éléments de réponse dans ce journal justement. Ça aura duré 5 mois pour un aboutissement heureux, celui d'un gouvernement d'union exigé par le roi Mohamed VI. Les résultats de ces tractations en son et en images dans un instant. Voilà pour les titres. Vous le savez, l'actualité en ce moment au Gabon est dominée par le début dans les prochains jours du dialogue politique. Les élus politiques CLR du 3e arrondissement de la commune de Libreville se sont entretenus ce dimanche à l'esplanade de la mairie du 3e arrondissement avec les militantes et militants de leur base politique. Au centre des discussions, le dialogue politique proposé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Reportage de Larding Gemamba et Bertin Osaga. Réunis autour de leur président Jean-Boniface Assélé, les leaders politiques du Centre des libéraux réformateurs ont dévisé avec les populations du 3e arrondissement de Libreville. À l'ordre du jour, la question du dialogue politique inclusif et sans tabou, initié par le président de la République Ali Bongo Ondimba. Donc nous sommes venus expliquer à nos populations pourquoi cette initiative de dialogue prise par le chef de l'État, qu'est-ce qui devait se dire dans ce dialogue et pourquoi nous avons besoin du soutien des populations pour que tout le monde puisse accepter que nous allons au dialogue. C'est simplement toute cette thématique que nous avons pu expliquer à nos populations pour dire nous voulons votre soutien pour que le dialogue se déroule dans de bonnes conditions dans notre pays. Cette initiative qui est une initiative louable parce que nous avons vu un dialogue en 1994. C'est vrai, certes, ce ne sera pas le même dialogue comme celui de 2017, mais nous pensons que 2017 sera plus enrichi que celui de 1994. Et nous souhaitons que toutes les populations accompagnent les autorités politiques qui ont bien voulu accepter d'aller à ce dialogue-là. Pour Sylvie Kota, le dialogue politique est une nécessité pour la bonne marche du Gabon. Aller sur le terrain en tant que membre du gouvernement pour justement relayer donc, auprès des populations le message donc, de ce dialogue politique qui va s'ouvrir le 28 mars et qui s'articulera donc autour de 4 thématiques importantes pour le développement politique et social de notre pays. Le Gabon est un et indivisible, renchérit l'élu CLR et Luanzondo. Le dialogue politique s'ouvre officiellement le 29 pour la phase citoyenne et le 11 avril pour la phase politique. À cet effet, le Centre des libéraux réformateurs appelle à une implication sans faille de la population gabonaise. Les jeunes du 6e arrondissement de la commune de Libreville réunis en assemblée ont décidé de collaborer avec les autorités judiciaires locales pour mettre fin à l'insécurité et au banditisme qui prévaut dans leur quartier. Le reportage de Larding Gemamba et Bertin Saga. Suite à l'insécurité qui sévit dans certains quartiers de la commune de Libreville, les jeunes du quartier Nzanyon dans le 6e arrondissement de Libreville, en collaboration avec les autorités judiciaires locales, ont décidé de travailler main dans la main afin de dénoncer toutes les têtes de Turcs. L'objectif ici de cette assemblée générale, c'est la situation d'insécurité qui sévit dans notre quartier Nzanyon. Donc depuis le 28 février dernier, nous avons décidé de mettre fin à cette manipulation qui aujourd'hui lèse un peu les populations parce que nous ne sommes plus en sécurité puisque chez nous on braque le matin, on braque à midi, on braque le soir. Nous avons saisi les autorités et nous espérons que les autorités feront leur travail. Le banditisme est une faute pénale selon l'huissier. Un braquage constitue un trouble à l'ordre social. C'est un trouble et c'est une infraction qui est prévue et punie par les dispositions du Code pénal, notamment les articles 230, 231 et subséquents. Une initiative salvatrice au dit des populations. Je trouve que c'est une bonne initiative. L'initiative est bonne, mais le problème c'est que quand on attrape un enfant au quartier qu'il a commis une faute, on lui amène au commissariat. Même pas une nuit, l'enfant sort. Avec cette opération, les jeunes du quartier Nzanyon Fingoudron veulent mettre un terme à la problématique de l'insécurité qui règne dans leur périmètre.
Pour débuter l'actualité en Afrique, parlons d'abord du G20. Vous le savez sûrement, c'est le regroupement des pays les plus puissants du monde. Réunis en Allemagne, ils ont affiché samedi leur volonté de stimuler le développement économique de l'Afrique en attirant des investissements, une intention qui manque encore d'actions concrètes. Ludmila Ntuntum. La réunion du G20 tenue en Allemagne les 17 et 18 mars dernier s'est en haute penchée sur la situation des investissements en Afrique. Les 20 plus fortes économies de la planète entendent apporter un coup d'accélérateur pour conforter les atouts économiques du continent africain. Je pense qu'il s'agit au niveau de l'Afrique de créer les conditions devant permettre aux populations de s'épanouir. Et ce que demandent les populations, c'est d'être formées, c'est d'être éduquées, d'être formées, d'être soignées, de pouvoir travailler, c'est tout, et de participer aux échanges mondiaux. L'Allemagne a fait de ce partenariat avec l'Afrique, le Compact Reach Africa, une priorité de sa présidente du G20 en 2017. Seul un pays du continent africain fait partie de ce club restreint des grandes économies du monde, l'Afrique du Sud, et le thème du développement de l'Afrique n'avait jusqu'alors jamais été mis en avant dans le cadre du G20. Il s'agit d'arriver à un partenariat gagnant-gagnant. L'Afrique n'est pas là pour tendre la main, loin de là est notre préoccupation. Maintenant, ce qu'il faut, nous demandons un coup d'accélérateur. L'Afrique n'est pas là pour tendre la main, mais exprimer son potentiel. L'Afrique est un continent d'avenir. C'est un continent qui a à la fois une très forte croissance démographique, une très forte croissance économique. Et en même temps, pour que cet avenir soit un avenir heureux et un avenir qui soit porteur, l'Afrique a besoin d'avoir le reste du monde à ses côtés. C'est le principe du Compact for Africa que propose la présidence allemande. L'initiative Compact Reach Africa, destinée à booster l'investissement du G20 en faveur de l'Afrique et à croire l'Allemagne, une des priorités de sa présidente du G20 en 2017. Après plus de 5 mois de blocage, les négociations pour la formation de la future majorité au Maroc, je vous le disais en titre, ont finalement abouti et d'après le Premier ministre islamiste Saad Eldin El Othmani, le nouveau gouvernement composé de 6 partis devrait être formé très rapidement. Marina Boissa. Après avoir été nommé par le roi Mohamed VI, le nouveau Premier ministre Saad Eldin El Othmani avait immédiatement entamé des négociations avec les principales formations politiques représentées au Parlement en vue de former un nouveau gouvernement de coalition et sortir de l'impasse que connaît le Maroc depuis 5 mois. La nouvelle majorité comprendra le PJD, le Parti du Progrès et du Socialisme, PPS, le Rassemblement National des Indépendants, le RNI, le Mouvement Populaire, le MP, l'Union Constitutionnelle et l'Union Socialiste des Forces Populaires, soit 6 partis au total. Je suis heureux de vous annoncer qu'on a décidé de constituer la majorité gouvernementale de 6 partis. Le Parti de la Justice et du Développement, le Rassemblement National des Indépendants, l'Union Constitutionnelle, le Mouvement Populaire, l'Union Socialiste des Forces Populaires et le Parti du Progrès et du Socialisme. Cette décision est venue suite à la volonté de surmonter le blocage pour constituer le gouvernement durant les mois écoulés. Ce dimanche, une commission sera formée pour se pencher sur la désignation des ministres et l'élaboration du programme gouvernemental. Selon la presse locale, l'annonce du nouveau gouvernement pourrait intervenir avant le 28 mars prochain, date à laquelle le roi doit participer au sommet de la Ligue arabe à Amman, en Jordanie. À noter que c'est la première fois dans l'histoire du Maroc que le pays reste aussi longtemps sans gouvernement, une situation qui a eu néanmoins très peu d'impact sur le quotidien du pays. Fini les ordinateurs en cabine. L'interdiction imposée par les États-Unis et la Grande-Bretagne sur certains vols en provenance de pays arabes et de Turquie est entrée en vigueur samedi aux grandes dames des voyageurs d'affaires et de certains parents. Voyons comment en pratique ça se passe. C'est au risque d'attentat que Washington a interdit d'emporter des ordinateurs portables et des tablettes en cabine sur les avions assurant les vols de 9 compagnies aériennes en provenance de 10 aéroports internationaux de pays arabes et de Turquie. L'interdiction s'adresse à 8 pays, notamment la Turquie, la Jordanie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Maroc et la Tunisie. Tous sont alliés ou partenaires des États-Unis. Je comprends la sécurité, mais jusqu'à quel point pouvez-vous être en sécurité? Vous comprenez? Qu'est-ce que ce sera la prochaine fois? Il faudra voyager sans aucun bagage en main? Quelle va être la prochaine décision? Les choses changent et changent tout le temps. À l'aéroport de Tunis-Carthage samedi, les voyageurs étaient partagés entre consternation et fatalisme. C'est nouveau pour nous, c'est pas normal.
pour un pays qui est relativement assez touristique et on a beaucoup d'échanges avec la Grande-Bretagne, mais bon, si c'est pour des raisons de sécurité, j'espère que ça sera efficace. L'interdiction entre en vigueur au cours d'un week-end de pointe avec 1,1 million de passagers attendus entre vendredi et dimanche. À l'aéroport de Dubaï, un des plus fréquentés au monde, le personnel de la compagnie nationale Emirates était déployé en masse samedi pour expliquer aux passagers l'interdiction et présenter les activités de loisirs prévues après le check-in. Après des millénaires de présence sur les rives du Nil, les Juifs d'Égypte ne sont plus qu'une poignée pour la plupart des femmes âgées et aujourd'hui se pose la question de la sauvegarde de leur patrimoine à l'abandon. Reportage. Au cœur d'une des synagogues du Caire, Magda Haroun dévoile des rouleaux de la Torah, parfois vieux de plusieurs siècles. Un jour, ce sera tout ce qui restera de la communauté juive de la capitale égyptienne. Au milieu du XXe siècle, les Juifs étaient entre 80 et 120 000 dans tout le pays. Au Caire, ils ne sont à présent plus que 6. Avant, nous étions plus nombreux. Mais comme nos membres sont âgés, 2 ou 3 au minimum disparaissent chaque année. Magda est l'ange gardien des derniers Juifs du Caire et veille sur leur patrimoine. À 91 ans, sa mère, Marcel, est l'une des doyennes de cette communauté. Elle a peur que l'histoire millénaire des Juifs d'Égypte s'efface peu à peu. J'en suis très affectée et triste. Mais je ne peux rien faire. C'est trop tard. Beaucoup de synagogues en Égypte ont aujourd'hui besoin de restauration. Depuis 2016, pour la première fois, un comité a été créé pour répertorier le patrimoine juif. D'après le gouvernement, il est traité de la même façon que les autres richesses culturelles. Les antiquités islamiques, chrétiennes et juives sont des antiquités provenant de la civilisation égyptienne, et donc elles reçoivent toutes le même respect et ont la même importance. La création de l'État d'Israël et la succession de conflits israélo-arabes ont favorisé la fuite ou l'exil forcé des Juifs d'Égypte. Amir Ramsès a réalisé l'un des seuls documentaires sur cette communauté, et pour lui, la perception qu'ont les Égyptiens des Juifs de leur pays reste mitigée. Beaucoup de gens continuent de confondre le mot juif et le mot israélien à cause de cette animosité politique. Mais peu à peu, cette situation change. Peu à peu, les gens arrivent à faire la différence entre celui qui est juif et celui qui appartient à un État avec lequel il y a un combat politique. Il n'y a pas eu d'acte antisémite récent, mais les derniers Juifs d'Égypte préfèrent rester discrets pour protéger encore un peu leur présence sur les bords du Nil. L'actualité dans le monde débute avec IENA et ses étudiants, ses chercheurs, ses entreprises high-tech et ses exportations florissantes. Cette ville allemande est une des réussites économiques d'une Allemagne de l'Est qui ne rattrape que peu à peu son retard et reste un terrain de chasse privilégié de la droite populiste. Jamila Bengman. Courte distance des façades colorées de la place du marché se détachent d'un bâtiment blanc les lettres bleues de Génoptique. Fruit de la transformation du combinat de la RDA communiste, ce groupe, qui trouve ses origines dans le grand nom de l'optique Carl Zeiss, fabrique et vend aujourd'hui ses systèmes optiques et lasers de pointe dans le monde entier. Une grande partie de notre succès tient à une combinaison de haute technologie, d'employés bien formés, mais aussi de notre internationalisation. En cette fin d'hiver, des Coréens sont ainsi venus y apprendre à utiliser des lasers haute précision découpant des pièces automobiles. La combinaison de haute technologie, d'employés bien formés et de l'internationalisation constitue un facteur de réussite certain, explique Michael Martin, patron du groupe de 3500 employés.
Nous n'avons pas de problème pour recruter à l'international. C'est plutôt pour recruter des Allemands que c'est compliqué. Ils se mettent eux-mêmes des barrières. C'est encore difficile pour un Allemand de l'Ouest de s'imaginer vivre à l'Est. Un quart de siècle après la réunification allemande, Génoptique va très bien, des bénéfices qui progressent, des commandes qui rentrent, une action qui grimpe. Le succès est aussi de mise pour l'ENA, une ancienne et réputée université, des étudiants représentant quasiment un quart de quelques 100 000 habitants, presque 5 000 entreprises, des brevets déposés en nombre et un chômage semblable à celui du pays. Un comité ministériel des membres de l'OPEP et de pays non membres du cartel a entamé dimanche une réunion au Koweït pour vérifier le respect des engagements de réduction de la production de pétrole pour équilibrer le marché. Le récit est de Ludmila Tontoum. Un comité ministériel membre de l'OPEP et de pays non membres du cartel a entamé dimanche une réunion au Koweït pour vérifier le respect des engagements de réduction de la production pour équilibrer le marché. Le ministre koweïtien du pétrole, Issam Al-Marzouk, qui préside le comité, a souligné que ces pays respectaient généralement leurs engagements, mais en demandaient plus. Nous avons réduit les cargaisons en direction des États-Unis et de l'Europe, et nous allons les réduire encore. Car nos intérêts sont plus grands dans les pays de l'Est de l'Asie plutôt qu'aux États-Unis et en Europe. En cas de respect total de ces engagements, le marché pourrait revenir à l'équilibre pendant le troisième trimestre de 2017, a-t-il estimé. À l'ouverture de la réunion, à laquelle participent aussi des ministres du pétrole ou de l'énergie de Russie, du Venezuela, d'Oman, d'Algérie et d'Irak. Nous nous sommes mis d'accord pour demander aux autres pays un plus grand respect le mois prochain pour donner plus d'importance à l'accord. Le ministre a averti que le stock restait élevé et que la volatilité des prix augmentait. Fin novembre, l'OPEP avait pris l'engagement de réduire pendant 6 mois, à partir du 1er janvier, sa production de 1,2 million de barils par jour. En décembre, des producteurs non membres de l'OPEP conduits par la Russie se sont eux aussi engagés à une réduction de production de 558 000 barils par jour. L'objectif de ces réductions de production est de favoriser une remontée des cours qui ont dégringolé depuis la mi-2014. Les auteurs guyanais présents au Salon du Livre de Paris ont réagi samedi aux manifestations sociales qui touchent la Guyane. Regardez. La situation restait tendue en Guyane jeudi 23 mars, paralysée par un mouvement social d'ampleur dans le département qui a conduit le rectorat à fermer les établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre et Ariane Espace a reporté pour la 3e fois le lancement d'une fusée depuis la Guyane française. On est pris en otage, mais en même temps c'est assez ambivalent parce que je me dis si on ne peut pas partir, c'est que le mouvement se durcit, il s'installe durablement et que justement, de fait, il y a des chances en tout cas que ces revendications puissent être entendues et que ça aboutisse. La ministre des Outre-mer, Erika Barrett, a appelé jeudi à la levée des barrages et a proposé la tenue de discussions à Paris autour des questions économiques, de santé et de sécurité principaux sujets de revendication afin de traiter sans délai les problèmes immédiats et de finaliser le pacte pour l'avenir de la Guyane promis par François Hollande en 2013 mais qui n'est toujours pas signé. Il y a un potentiel de production, de productivité, et je ne parle pas de l'or, en Guyane. Et on continue à importer des surgelés et des produits lactés de métropole. Mais les manifestants qui organisent les barrages bloquants depuis lundi ont fait part de leur refus d'une négociation sur Paris, a fait savoir jeudi l'un de leurs porte-parole. À présent, votre page Sport Weekend qui débute sur la plage du lycée national Léamba qui a prêté son cadre à un stage de karaté de haut niveau à l'intention des formateurs. Celui-ci a été animé par le grand maître Pek 7e Dan. Lambris Boubala, Joël Tetou. Il était question, lors de ce stage de haut niveau animé par Maître Pek, instructeur en chef Gabon, 7e Dan, d'adapter les techniques de base à un niveau très avancé afin d'ouvrir l'esprit des Boudoka via la technique du Goju Shodai, un kata supérieur de 54 pas. Ce dont il s'est agi ce matin a été agréable pour moi d'abord parce que j'ai animé le stage avec la complicité de Maître Wapacha pour ouvrir maintenant l'esprit des Boudoka
sur la pratique de ce qu'on peut dire des katas supérieurs. Et celui qu'on a travaillé aujourd'hui s'appelle Gojoshi Odai. C'est un kata qui peut se définir en 54 pas. Donc vous pouvez avoir 54 ennemis ou bien partenaires ou tout ce que vous voulez devant vous en combat. Et c'est un kata qui doit vous permettre de vous défendre contre ces 54 personnes sans qu'il y ait faille. L'instituteur en chef qui à l'occasion était accompagné de Maître Monfumbi Momboua Pacha a donné l'intérêt de cette technique. Adapter les techniques de base que nous avons depuis le début dans le moule qui s'appelle le Gojoshi Odai et faire que tous ceux qui ont pu bénéficier de cet enseignement en partant d'ici soient contents et puissent aussi le dispenser dans les clubs respectifs qui sont les leurs. Désormais outillés, les stagiaires sont appelés à transmettre cet acquis de droit. La rencontre qui rentrait dans le cadre de la deuxième journée du championnat national de la Ligue de l'Estuaire des moins de 20 ans au stade de la FOPI, une opposition qui a vu les jeunes du FC Mounana l'emporter sur AC Gabao 1-0. Regardez. CF Mounana en noir et blanc, AC Gabao en orange. La rencontre se jouait pour le compte de la deuxième journée du championnat junior ce samedi au stade de la FOPI. Malgré une entame plutôt timide, la délivrance des Mounanais viendra à la 35e minute de la première période par l'entremise de son attaquant vedette Nchua, créant un centre de son ailier droit. 1-0, score à la mi-temps. Après la pause, les oranges survoltés vont devoir, grâce à un jeu fait de courtes passes, inquiéter le camp adverse à plusieurs reprises, mais sans pourtant réduire la marque. Les changements apportés par contre en deuxième période en milieu de terrain et en défense vont permettre aux jeunes juniors du centre de formation d'Hervé Patrick Opianga de muscler son jeu et de l'emporter finalement sur cette équipe de AC Gabao qui n'a pas du tout démérité. Nous sommes très en retard dans cette compétition. Nous ne sommes qu'à notre deuxième match. Les autres, je pense qu'ils sont à leur 4e, 5e journée. Et que c'est des jeunes que nous sortons de la sous-ligue il y a un an. Donc il y a deux difficultés. On n'est pas tout à fait prêt pour être dans ces U18, mais nous travaillons et nous pensons qu'avec le temps, ça ira. Le manque du temps de jeu et de réussite de ces attaquants sont à mettre à l'actif de cette défaite, explique l'entraîneur, qui pense d'ailleurs qu'il faut se remettre résolument au travail. Après la rencontre, intéressons-nous au quid de l'organisation du tournoi des moins de 20 ans. La question est au centre des préoccupations de la Ligue de football de l'Estuaire qui souhaite redynamiser ce championnat en vue d'une détection de futurs talents. Limbrice Boubala, Hervé Aubion. La formation des jeunes footballeurs de moins de 20 ans, la question est au centre des préoccupations de la Ligue nationale de football de l'Estuaire qui voudrait, par la mise en place de ce tournoi, procéder à une pépinière et pour ce faire, un programme des matchs dans la localité s'impose. Nous avons pour mission d'organiser des compétitions sur l'étendue du territoire de toute la province de l'Estuaire. À cet effet, nous avons dû créer 6 sous-ligues afin de faire jouer les enfants dans tous les coins de l'Estuaire. La sous-ligue de Cocobiche, celle d'Ontoum, celle d'Ovendo, celle de Libreville, celle d'Akanda et celle de Kango. Donc du coup, ces sous-ligues organisent en minime et en cadet. Et nous organisons des championnats seniors, à savoir la D3, la D4, la réserve, les corpos et le championnat de football féminin. La participation des écoles de football dans ce vaste programme est d'un apport considérable en vue justement d'apporter à la Ligue de l'Estuaire de jeunes footballeurs de qualité. La Ligue de football de l'Estuaire a eu à prendre l'initiative cette année d'organiser un championnat spécialement réservé aux écoles de foot. Donc nous avons le championnat cadet et le championnat junior spécialement pour les écoles de football. La Ligue de football de l'Estuaire, qui fait de la formation son cheval de bataille, participe également à la mise en place d'une équipe nationale de moins de 20 ans pouvant défendre valablement les couleurs du pays. À présent, le rappel des titres avant de nous quitter. Nous avons vu que dans l'optique de l'ouverture du dialogue politique du 28 mars prochain, associations, partis politiques, religieux et autres acteurs de la société civile prennent à cœur la réussite de ce tour de table de débat où les questionnements trouveront toutefois une issue. C'est le vœu des populations. Ça aura duré 5 mois pour un aboutissement heureux, celui du gouvernement d'union exigé par le roi du Maroc, Mohamed VI. Les résultats de ces tractations nous ont été livrés en son et en images dans ce journal. Voilà, Madame, Monsieur, nous vous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. Restez sur Gabon 24 pour voir le Gabon autrement. Bonne fin de soirée à tous et à très bientôt.